dramatique où ça ne pouvait pas être ça la solution. Mais ce qu'on voulait attirer l'attention, c'est que dans le cadre de notre intervention, en fait, se fait auprès des familles, auprès des parents, auprès du réseau social de ces gens-là. C'est une augmentation dans toute la province au niveau des signalements de défis physiques. C'est beaucoup autour de Montréal. C'est déjà une particularité lavalloise qu'il y a une augmentation rapide des familles avec de jeunes enfants. Et ces gens-là, ils n'arrivent pas ici avec tout un réseau social établi. Et il y a un facteur là-dedans aussi qui confronte beaucoup la région de Laval, c'est qu'il y a beaucoup d'immigration récente. Donc, c'est des gens qui ont encore moins de réseau social. En plus, souvent des problèmes de communication. Écoutez, mon expérience de 33 ans et 3/4 avec la protection de la jeunesse et plusieurs psychologues est à l'effet que ce n'est pas un monde d'intervenants homogène. D'abord, c'est un monde principalement féminin, où, avant de parler de narcissisme, on va parler d'intervenantes extrêmement problématiques. Il y a des intervenantes sociales qui sont des perles. Malheureusement, je crains qu'elles soient minoritaires parmi leurs congénères. Tout à fait. La majorité des intervenantes font preuve, sont porteuses soit de conflits intrapsychiques personnels majeurs et sévères, qui pourraient tendre à porter des diagnostics de perversion narcissique et accompagnés souvent et régulièrement d'un manque de jugement épouvantable. Élevé à l'intérieur d'une culture où le jugement féminin n'est jamais remis en question et devrait l'être. Alors, je me tais à ce stade-ci. Écoutez, je vous remarquer que je vous lis une lettre d'un homme, hein, monsieur. Bayou, c'était Stéphane Clavel. C'est correct, mais j'entends ce que votre point de vue, puis c'est vrai que c'est majoritairement féminin. Quel est le pourcentage d'hommes parmi les intervenantes sociales au Québec et quel est le pourcentage d'hommes parmi les psychologues du Québec? Non, mais j'adhère avec vous. Vous avez raison là-dessus. C'est mieux plus. 85 à 90 Écoutez, j'avais une autre question. Quelques hommes qu'il y a dans ces milieux-là sont féminisés, c'est-à-dire qu'ils ont épousé à leur insu un modèle féminin d'interagir. OK. Maintenant, Dr Mailloux, qu'est-ce que vous me dites à propos d'une personne, qu'un agent de la DPJ qui lui demande si vous voulez vraiment continuer à voir votre fils qui était placé dans un centre de jeunesse, d'aller chercher un certificat d'un psychiatre comme quoi vous êtes de Saint-Esprit? Oui, ça c'est correct. Jusque-là, parce qu'il peut y avoir des parents qui sont atteints d'une maladie mentale importante. Mais s'il n'y a aucun motif... s'il n'y a aucun motif, la dame, elle était vraiment, vraisemblablement, elle était excellente, quoi. Non, mais attends un peu. Si elle n'a pas, et je fais ça assez régulièrement, si elle n'a pas de maladie mentale, le certificat devient important. Okay. Elle n'en a pas. Ça confirme sa santé et ça élimine toute une problématique. Oui, mais si l'intervention en partant, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de fait, il n'y a rien, et que là, on en cherche. Est-ce que c'est pas pour l'ABC? On en invente. Oui. Ah ben oui, écoutez, si vous me demandez, est-ce qu'on utilise encore la psychiatrie en 2013 à des fins de dénigrement, de déstabilisation? Bien oui, je l'ai écrit encore tout récemment, il y a 2 mois, dans un rapport, que dans ce cas-là, on avait utilisé la psychiatrie pour dénigrer une personne. Et ça peut même aller jusqu'à demander... C'est moins fréquent que c'était, mais c'est encore en jeu, ben oui. Oui. Ça peut même aller jusqu'à demander 3 rapports psychiatriques pour la même personne, je crois. Hein? Oui. Si les résultats des 2 premiers ne satisfont pas... Je suis indiqué dans des cas, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Et à quelle enseigne, les amis, que je vais vous donner les couleurs tout de suite, c'est que depuis 20 ans au moins, je suggère l'extermination de la protection de la jeunesse et que les services de protection
des enfants, des adultes et des vieillards, ou que la violence aux enfants, adultes et vieillards soit confiée aux services policiers qui, eux, s'adjoindront travailleuses sociales et psychologues au besoin. Psychoéducateur aussi, Dr Mailloux. Pardon? Psychoéducateur aussi. Oui. Les intervenants. Oui, c'est ça. Écoutez, Dr Mailloux, j'avais une question à vous. Pour les orthopédagogues, puis les orthophonistes. Puis... Ben ça, c'est plus niveau scolaire. Niveau développemental, je vous dirais, là, en tout cas... Voilà donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, j'ai avec moi en ligne, si je ne me trompe pas, Dr Hubert Van Giseghan. Donc, il est expert psycho-légal. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur, vous savez qu'on anime une émission contre les abus de pouvoir, les abus de l'autorité. Et j'aurais une question pour vous avant de vous passer Madame Chantal Minou qui va vous questionner sur, je pense, 2 aspects. La première question que j'aimerais bien vous poser, docteur, est-ce que vous croyez que des intervenants de la direction de la protection de la jeunesse, peuvent avoir des comportements similaires à des pervers narcissiques et même de psychopathes? Vous savez, je ne pense pas que parmi les intervenants de la DPJ, il y a plus de psychopathes ou de pervers narcissiques que dans n'importe quel autre milieu ou dans la population générale. Excellent, c'est très bien. Je crois que s'ils se comportent quelquefois comme des caïds, c'est parce que énormément de pouvoir leur est légué par la loi. Par la loi de la protection de la jeunesse. Alors, s'ils jouent des fois au caïd, ce n'est pas, à mon avis, dû à leur personnalité, mais plutôt à cet état de fait qu'ils sont des représentants et ils sont habités d'énormément de pouvoir, beaucoup plus qu'ils devraient probablement en avoir. Mais ce pouvoir-là, docteur, il n'y a pas de limite pour ces gens-là? Il n'y a pas de limite. Ben, vous savez, la loi de la protection de la jeunesse est certainement une bonne loi. Mais elle donne aux praticiens de la DPJ, elle donne un double mandat. Le mandat de protéger et le mandat d'enquêter. Oui. Et cela en même temps. La combinaison de ces 2 mandats amène très souvent beaucoup de dérapages. Parce que comment peut-on, en même temps, avoir le mandat de protéger et d'enquêter. Si, par exemple, un tel praticien pose un geste, par exemple, il entre dans une maison où il y a une allégation, disons, de maltraitance. Il entre dans cette maison et il dit au monsieur, monsieur, pouvez-vous vous en aller pour quelque temps, le temps de l'enquête? Alors, comment par la suite est-ce que ce praticien peut-il encore être objectif, puisqu'il a déjà agi en fonction d'une hypothèse, en fonction qu'il y a probablement maltraitance. Alors, je pense que le problème est là. Évidemment, par les gens, c'est vu cela comme étant quelque chose de gros et de grave, d'un abus de pouvoir même. Et ça n'est un, en quelque sorte. Mais la loi, malheureusement, elle est ainsi faite. Exactement, oui. Je vous passe, Madame... Bonjour, M. Van Giseghan. Écoutez, ce que vous dites, on l'entend bien, sauf que dans la loi, à quelque part aussi, c'est bien écrit que les personnes, s'ils agissent de bonne foi, il faut quand même qu'ils agissent de bonne foi, puis il y a quand même le manuel de référence de 961 pages qui est quand même assez bien décrit. Et je vous dirais que depuis l'année passée, nous, même avec Mouvement Action Justice, c'est beaucoup plus que, peut-être que vous ne voyez pas, mais ce qu'on a vu, c'est beaucoup plus que de l'abus. Un débordement. C'est de la manipulation perverse. Écoutez, c'est vraiment jusqu'à... Vous connaissez la violence perverse, c'est le document qu'en 1998, Marie-France Irigoyen, la psychiatre, a écrit. Écoutez, juste le chapitre sur l'entreprise, ça résume bien ce que les parents vivent. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de manipulation et on va chercher la faiblesse, on met en confiance les parents. Et là, après qu'on les a pris en confiance, on prend toute leur force et leur faiblesse puis on les fait tomber. Écoutez, je suis vraiment
je sais pas quelle expression qui pourrait être adéquate, mais même moi, je pensais jamais comme psychoéducatrice devoir être bonne sœur et à accompagner des parents. Je vous le dis, là, j'ai déjà eu des menaces de mort dans le cadre d'un club de soccer et jamais j'aurais cru que je vivrais pire avec la DPJ. Alors, oui. Je comprends ce que vous dites, mais à quelque part, il y a vraiment des comportements, il y a des comportements spécifiques de mensonges, de l'abus de pouvoir, et on met en position le parent dans un dilemme. On appelle ça une double contrainte. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que la double contrainte, c'est la pire harcèlement qu'un parent. Mais j'aimerais bien, docteur Gzigan, comment vous expliquez ce comportement-là de votre côté là, de spécialiste? Eh bien, je le répète, je crois que c'est à cause du fait que cette loi donne un pouvoir. Vous savez, là où il y a du pouvoir, il y a facilement de dérapage. S'il y a du pouvoir, il y a des abus de pouvoir. Presque toujours. Et ça prend des garde-fous extrêmement étanches pour qu'une personne qui a du pouvoir n'en abuse pas un peu ou en profite pas un peu. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit une question de personnalité de ces gens-là. N'oublions pas que souvent ce sont des gens qui ont seulement un diplôme du cégep, ce sont des techniciens. Exactement, oui. Ils ne font pas partie d'un ordre. Ils ne sont donc jamais vraiment contrôlés par un ordre. Un ordre professionnel, normalement, est là pour protéger le public. Ces gens-là, ces travailleurs, souvent, ne sont pas imputables parce qu'ils ne font pas partie d'un ordre. Et ils ont ce fantastique parapluie qui les dédouane tout le temps, qui fait qu'ils travaillent, soi-disant, au nom de la protection des enfants. C'est-à-dire, ce sont des gens qui constamment sont en train de sniffer partout pour voir s'il n'y a pas une maltraitance d'un style ou d'un autre. Oui. Donc, ils sont pris eux-mêmes, et je le répète, ils sont pris par un double mandat qui leur enlève souvent leur objectivité. Et c'est ça qui est perçu par les autres comme étant du caïdage. Ils sont difficilement objectifs. Voyez-vous un policier qui doit faire une enquête. Un policier, il fait une enquête à charge et à décharge. C'est-à-dire, il commence par... il travaille avec une hypothèse complètement nulle et il se laisse guider par ce qu'il va trouver. S'il trouve des indices qu'un individu n'est pas coupable, eh ben, il va tirer la conclusion, il n'est pas coupable. Exact. S'il trouve des indices que l'individu est coupable, il va conclure qu'il est coupable. Tout à fait, oui. Le travailleur, le praticien de la DPJ n'est pas dans une situation comme ça. Il est dans une situation où il doit, au départ, présumer qu'il y a maltraitance. Alors, c'est grave. Alors, quelqu'un qui commence une enquête avec l'idée préconçue qu'il y a maltraitance, tout à fait, oui. Il va tout faire, y inclut de la manipulation pour prouver son point. Mais c'est vrai que ça pourrait concorder parce que là, on a des appels de partout de la province et à date, j'ai vu aucune personne de la Direction de la protection de la jeunesse agir de bonne foi avec objectivité. Puis je voulais vous dire, je ne sais pas si vous semblez oublier que depuis le 20 septembre 2012, c'est une activité réservée aux psychoéducateurs, aux travailleurs sociaux d'évaluer une personne dans le cadre de la protection de la jeunesse et même devant le tribunal. Et il semblerait, en tout cas, c'est la loi, M. Van Gizegen, c'est depuis le 20 septembre, c'est une activité réservée. Alors, je vous entends dire que c'est des gens de cégep, et vous avez raison. Puis même, il y en a que je ne sais même pas si on cégep. Et je vous dirais, comment qu'on peut expliquer ça, que la Direction de la protection de la jeunesse ne respecte même pas la loi? Manque d'argent, peut-être. C'est en tout cas ce qu'ils invoquent eux-mêmes souvent. Lorsqu'ils sont critiqués, la plupart du temps, ils disent qu'il manque les ressources. C'est sûr que s'ils pouvaient s'entourer, ou que si tous les praticiens avaient un diplôme universitaire, et s'ils étaient bien entourés par, pas seulement par leur contexte académique, mais aussi par un ordre, je crois qu'on aurait à ce moment-là plus de chances d'endiguer les dérapage possible d'un abus de pouvoir. Effectivement, mais c'est ça, dans le fond, le gouvernement avait mis la loi pour ça, la loi 21 pour ça, mais il semblerait que c'est pas respecté. Écoutez, je vous entends dire ça, mais en même temps, il y a une autre question que je me posais. Comment vous pouvez expliquer le fait que, moi, tous les dossiers que j'ai vus, on met le parent dans le fait
tu choisis, soit que tu te fais dénigrer, humilier, intimider, affecter vraiment dans ta personnalité complète, ou tu ne vois plus ton enfant. Exactement, ça c'est des cas réels, oui. Oui, je vois je vois la même chose, et je suis très souvent également catastrophé de voir que ces enquêtes sont faites avec si peu de respect pour les gens. Comme si effectivement, voyez-vous, au criminel, il y a au moins la présomption d'innocence, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais il la l'a pas pour les parents. présomption d'innocence, c'est un garde-fou très important. C'est un respect et qui tient toujours en compte tout à coup que cet individu n'est pas coupable. Oui. Sauf que à la façon dont la justice, la DPJ, en tout cas la loi de la protection de la jeunesse et son application fonctionnent, il n'y a comme pas de présomption d'innocence. Et c'est ça qui est choquant. Oui. Seulement pour les gens, mais sur le plan sociétal également. J'ai beaucoup travaillé avec des gens de la DPJ. Ce sont des gens, bien entendu, qui sont de bonne foi. Mais effectivement, la loi et leur travail est ainsi fait et organisé qu'on ne peut pas réellement parler de présomption d'innocence. J'ai une dernière question pour vous. Comment vous expliquez le fait que des gens bien intentionnés, qui sont objectifs, qui croient vraiment au potentiel, ils partent des forces pour travailler les limites des parents, ces gens-là, autant travailleurs sociaux, des spécialistes là, qui étaient engagés, quittent la DPJ? Parce qu'ils veulent pas rester. Comment vous expliquez le fait que moi, comme psychoéducatrice, j'ai été refusée justement parce que je serais pas bienvenue non plus là. Parce que je suis objective et je veux bien faire mon travail et en respectant tout le monde, mais mon but c'est d'aider les gens à être autonomes. Comment vous expliquez le fait que des gens qui veulent bien faire ne sont pas les bienvenus, qu'on garde, qu'on sélectionne juste ceux qui sont dociles et qui appliquent cette règle-là, cette violence perverse auprès des parents, comme vous dites, qu'on accuse des gens en partant, on présume que les parents, même pas des criminels, M. Van Gezegen, parce que les criminels, ils ont des droits. Moi, qu'est-ce que je vois? Les parents, ils n'ont aucun droit. Alors, ils sont traités comme des terroristes. Ils n'ont aucun droit. Oui. Oui, comment est-ce que je l'explique? Je n'ai pas d'explication. Oui, voilà. Je sais que vous savez, il y a eu une psychose collective dans les années 70 surtout, fin des années 70 et début des années 80. Il y a eu une psychose collective en ce qui concerne les maltraitances intrafamiliales, aussi bien en ce qui concerne l'abus physique, l'abus sexuel, etc. Alors là où il y a psychose collective, il y a toujours dérapage. C'est-à-dire, il y a eu un temps qu'on voyait un pédophile ou un abuseur sexuel derrière chaque arbre. Le moindre bleu dans les écoles était interprété par les maîtresses comme étant le résultat d'une baffe. Il y avait des signalements à tout bout de champ. Vous savez, là où en 79, il y avait 2 ou 3 signalements pour abus sexuels, 3 ans plus tard, il y en avait 1500. C'est-à-dire il y a eu un boom. Oui. Et je crois que ces gens-là étaient investis par la population comme étant des professionnels extrêmement importants. Question d'identifier et de traiter les abus physiques et sexuelles surtout, et la négligence. Et la population a tout simplement applaudi à cette époque-là. Et je crois que la réaction sociétale leur a également, pas seulement la loi, mais leur a également donné le pouvoir qu'ils ont maintenant. Peut-être si vous me permettez, docteur... Vas-y. Dernière petite chose, c'est parce que je vous entends là-dessus, mais moi je vous dirais que ce que je constate, quand des cas qui devraient intervenir n'interviennent pas, les cas qui ne devraient pas intervenir y interviennent. Oui. Je vous donne un extrait d'un rapport médical qui a été fait à Saint-Jérôme. C'est bien écrit que le médecin a bien pris la peine de faire un rapport. C'est une famille d'accueil qui est composée d'un seul homme dans le bois, puis qui a bénéficié de l'approbation des services sociaux du secteur de Saint-Jérôme. Et c'est bien écrit. Le médecin écrit, il observe la présence de 3 petites marques arrondies alignées de façon verticale à 2 cm de la vulve à gauche. Oui. Mais c'est écrit, il y a un médecin qui prend la peine de le dire. Et non, il est toujours... on a réussi à retirer l'enfant de 2 ans et demi, mais il y a toujours des enfants. J'ai un autre cas, là, que on a un rapport du tribunal récemment du 11 mars. C'est écrit mot pour mot que l'enfant verbalisé est abusé sexuellement
et l'enfant est toujours avec les grands-parents. Mais dans un cas comme ça, madame, on ne doit pas chercher midi à 14 heures. Nous avons ici des cas d'incompétence. Vous savez, il faut bien nommer un chat. Exactement. Oui, il y a, dans ces professions-là ou dans ces métiers-là, il y a des incompétents partout. Est-ce que tout ça fait partie d'un grand complot? Non. Mais c'est sûr qu'il y a des dérapages et l'exemple que vous me donnez, ça me fait penser tout simplement à de l'incompétence crasse. Docteur Gizegan, juste pour finir votre intervention, j'aimerais bien juste vous confirmer comme quoi, selon tous les appels qu'on reçoit des plaintes contre la DPJ, il y a visiblement un signal d'alarme. Alors je veux savoir, tous ces parents-là qui souffrent présentement face au service de la DPJ, est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il y a une sortie de secours à tout ça là, parce que ça devient grave? Vous savez, il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a toujours eu un organisme à l'intérieur même des CSSS, ou peu importe comment on l'appelle, il y a un organisme où les gens, où le public donc pouvait porter plainte contre l'organisme enquêteur. Ça avait un nom et je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est le commissaire local. Il y a un organisme où il y a une instance qui est intégrée dans tout le système social où les gens peuvent porter plainte et qui sont supposés d'enquêter. D'être écoutés. Oui. Mais ils ne font pas leur travail, M. Van Gizegan. Ils tiennent le sous silence et ça l'épuise plus les parents, je suis témoin, jusqu'au protecteur du citoyen, jusqu'à la Commission des droits de la personne, qui ne font rien. Oui, possible. Voilà. Possible. Vous me le dites et je ne peux que prendre acte. Docteur Van Gizegan, un grand merci de votre intervention et de votre éclairage. Merci bien et peut-être à la prochaine. D'accord. Au revoir. Bye bye. Alors, vous avez entendu, donc c'était un expert psycho-légal, docteur Hubert Van Gizegan, qui était sur la ligne. Donc, il nous a expliqué un petit peu comme quoi le problème dépasse un petit peu le cadre de l'employé. Donc, c'est toute l'institution qui remet en question. C'est ça? Oui, c'est une violence structurelle. Effectivement, 1,5 million de dollars, c'est beaucoup d'argent pour une piscine. On comprend bien sûr qu'il y a des frais, par exemple, pour le drainage, parce que le terrain où il a fait la piscine, il fallait le drainer, etc. N'empêche, ça représente beaucoup d'argent pour un équipement qui, au bout du compte, reste une piscine et un genre de cabane, si on veut, où les gens peuvent se changer. Alors évidemment, des réactions à ça, il y en a depuis hier et aujourd'hui. La ministre, Mme Véronique Yvon, qui est ministre déléguée au service et à la protection de la jeunesse, a été interpellée là-dessus. Et elle-même dit, elle a posé des questions et elle-même s'interroge, trouve que c'est pas majeur. On peut écouter donc Mme Yvon là-dessus. J'ai déjà demandé des comptes, qu'on m'explique comment on a pu en arriver à une telle dépense. Et évidemment, ce qu'on m'explique, c'est que c'est de l'argent qui provient de la vente d'une installation sportive qui appartenait au centre jeunesse, qu'on a décidé de réinvestir en installation sportive et que les normes qui doivent être suivies sont les mêmes qu'une piscine publique. À savoir si c'est un montant qui est normal. Je vous répète que c'est un montant qui m'apparaît complètement anormal. Et voilà maintenant, Michel, que l'opposition demande la tête du directeur général. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un premier appel d'offres et les responsables donc, de la maison de jeunes, Dominique Savio, ont trouvé ça trop cher. Ils ont séparé donc l'offre en deux et on est revenu avec un deuxième appel d'offres, à peu près encore une fois le même prix, ce qui a donné donc cette facture totale de 1 500 000 $. Et Sylvie Roy de la CAQ dit, écoutez, une fois, deux fois, si c'était pas correct la première fois, c'était pas mieux la deuxième fois, et on n'aurait pas dû construire une piscine à ce prix-là. Et elle dit, il doit y avoir des têtes qui roulent. Les personnes qui ont pris ces décisions-là doivent être imputables. Donc, Sylvie Roy de la CAQ. Une piscine à 1 500 000 $, là, ça prend pas la tête à Papineau pour se dire que c'est bien trop cher pour la DPJ. Est-ce qu'il y a des têtes qui doivent rouler? Oui, pour une fois, là, je demande à Mme Yvon s'il y a quelqu'un qui a pris une mauvaise décision, qui en soit imputable. Pour une fois au Québec, ça ferait du bien. Voilà, donc des réactions. Il y aura d'autres réactions, bien sûr, au cours de la journée qu'on va recueillir. On se pousse avec vous, Michel. Merci. Merci, au revoir. Exemple pour nous ce soir. Ben oui, Pierre, ce soir, donc, TVA Nouvelle a obtenu une copie du bon de commande qui a été placé pour aménager, et le voici, je vais vous le montrer, là, donc, ce document, donc, bon de commande pour aménager une pièce, une simple chambre au Centre jeunesse de Montréal, site Dominique Salvio. Facture, vous demandez combien? 60 000 $.
simplement pour aménager une chambre dans l'édifice. Et on se dit, bon, est-ce qu'il y avait des dépenses compliquées? Est-ce que c'était particulièrement difficile? Bien, quand on regarde la liste des travaux qui ont été effectués, on va vous montrer ça. Vous allez voir, on parle de démolition, cloison temporaire, cloison de 459 pieds carrés, la taille moyenne, donc la pièce, porte, cadre, quincaillerie, ragréage des murs existants, ça c'est les réparer, les couvre-planchers. On ajoute à ça des travaux ordinaires, Pierre, la peinture, gicleur, ventilation, électricité, alarme incendie et l'administration de tout ça. Donc, ça a coûté 60 000 $. J'ai parlé, moi, avec le Rampa Construction, c'est l'entreprise qui a fait ça. Il m'a dit, le propriétaire, M. Dubois, m'a dit, écoutez, c'est plus compliqué dans un centre jeunesse, mais de là à ce que ça coûte 60 000 $, on peut construire une maison pour 150 à 200 000 $. Alors, du côté des centres jeunesse, on n'a pas voulu commenter cette information-là. Je vous rappelle, vous le disiez, vous avez raison de le dire, Pierre, ça s'ajoute ça à des dépenses qui paraissent complètement exagérées. Hier, on vous révélait cette construction de ce parc Zen, donc dans un autre centre jeunesse à Montréal encore, pour 860 000 $. Et rappelez-vous qu'en juin, on avait révélé que ça avait coûté 1,5 million pour construire une piscine au même centre Dominique Savio, où il y a une pièce à 60 000 $, et qu'à la suite de ces révélations-là, l'UPAC a commencé à enquêter sur les dépenses dans les centres jeunesse, et même le ministre Stéphane Bédard avait dénoncé ça. Donc, visiblement, même si les sous sont rares et que les centres jeunesse ont parfois de la difficulté à joindre les deux bouts, quand il s'agit d'investissement dans la construction d'édifices, il y a de l'argent et les dépenses sont extrêmement importantes. Vos bureaux, c'est pile les maisons neuves. C'est pas les prix meilleurs marchands en ville pour des espaces à bureaux. Il y a eu quand même une période où les loyers étaient plus modiques, effectivement. Mais donc, on a pu bénéficier de cette... Vous payez combien de pieds carrés ici? Je ne pourrais pas vous dire exactement. À peu près? Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Mais vous avez quelle superficie à peu près? Vous occupez quel espace? Je ne sais pas, en termes de pieds carrés, il faudrait que je vérifie ça. Les enfants en protection n'ont pas tout à fait droit au même luxe. Nous voici à Saint-Jérôme. Il s'agit d'un centre d'accueil. Les clôtures ont 15 pieds. Il y a même du barbelé par endroits. Avons-nous affaire à de dangereux criminels? Non. Ce sont des enfants de 6 à 12 ans qui ont tout simplement besoin d'aide et d'amour. Un enfant a besoin d'une famille d'accueil. Il n'y en a pas, alors on va dire placez-le en centre d'accueil. On nous demande, on nous commande, on exige qu'on fasse des compromis dans nos jugements pour rendre les jugements conformes aux ressources qui existent et non conformes aux besoins des enfants. Le système de la protection de la jeunesse, c'est eux qui livrent les services, qui jugent leurs services et qui fabriquent le scénario de théorie de cause pour la Cour. Alors, son juge est parti. Les juges donnent presque toujours raison à la DPJ. Personne ne peut se vanter d'une telle performance devant le tribunal. Oui, on peut dire qu'environ 9 décisions sur 10 vont dans le sens des recommandations qu'on fait à la Cour. Moi, j'ai l'impression, après 15 ans de travail, que placer un enfant, c'est comme rendu banal. Et il y a eu une rotation énorme d'intervenants dans les dossiers. On pouvait voir 3, 4, 5 intervenants dans une année, prendre les dossiers un après l'autre et faire le petit bout de chemin avec eux en perdant la vue d'ensemble de l'ordonnance. Et tout le monde jouait finalement à chaise musicale avec les dossiers. Ce qui s'est vécu dans les 10 dernières années d'un centre jeunesse, la création des centres jeunesse, la fusion des établissements a amené des mouvements de personnel, des changements de structure. Et que cette instabilité-là nuit à la qualité du travail qu'on a à faire. C'est que les gens des centres d'accueil ne connaissent pas leurs patients, leurs clients, leurs enfants, leurs adolescents. Ça, je l'ai vu, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Québec a interrompu complètement l'inspection et de la qualité des services dans les centres jeunesse, et ça depuis près de 2 ans. C'est une situation dénoncée par plusieurs, mais le gouvernement Charest assure que ce n'est qu'un arrêt temporaire. Après le scandale de mauvais traitement à Saint-Charles-Borromée, Philippe Couillard, ministre de la Santé, annonce que des visites d'appréciation de la qualité des services seront menées dans les CHSLD. 1 an plus tard, il élargit ses visites au centre jeunesse, où on aide 105 000 jeunes Québécois chaque année. Oui, c'est une très bonne chose, mais c'est un exercice qui est essentiel. De 2005 à 2008, des équipes formées de fonctionnaires, mais aussi de représentants d'organismes communautaires visitent les 16 centres jeunesse du Québec. Des visites de 2 jours qui permettent d'identifier, par exemple, qu'à Montréal, il y avait des problèmes avec la nourriture, qu'en Estrie, il n'y avait pas de plan de service individualisé et que sur la Côte-Nord, l'achalandage et la charge de travail étaient problématiques.
Après avoir fait le tour des 16 centres, le gouvernement Charest a stoppé ces visites. Pourtant, elles devaient être permanentes. Mais depuis le 1er mai 2008, ça fait près de 2 ans, aucune visite n'a été menée. Et dans certaines régions, comme les Laurentides et l'Abitibi, la dernière visite remonte à 2005, une situation dénoncée par plusieurs. Je pense qu'il faut assurer un suivi assez serré et assez rapide de la qualité des services, ce qui ne s'est pas fait évidemment depuis quand même quelques années. Nous, on a des rapports de nos syndicats, on a des enquêtes internes qui nous démontrent qu'il y a des problèmes. Je ne crois pas que le gouvernement soit très pressé, qu'il y ait un nouveau constat de la situation, qui ne serait pas très élogieux, malheureusement. C'est déplorable parce que les centres jeunesse ont besoin des fois de faire voir où les choses ont à changer et nous-mêmes comme famille d'accueil. Ce qu'on attend présentement, c'est la rédaction du rapport pour les centres jeunesse. Par la suite, il y aura encore des visites d'appréciation. Il faut se donner le temps de faire les correctifs avant de reprendre les visites, selon la ministre. Avec le retour prévu d'ici début 2011, il n'y aura donc aucune visite dans les centres jeunesse en près de 3 ans. Alexis Deschênes, TVA Nouvelles, Québec. Jeudi dernier, alors c'est une adolescente de 13 ans qui était dans un milieu fermé pour sa sécurité. Elle faisait, semble-t-il, beaucoup de fugues. Alors sa mère s'est adressée à l'hôpital Sainte-Justine pour qu'elle ait une évaluation. Après l'évaluation, elle venait d'arriver la veille dans ce centre jeunesse pour adolescentes à Laval. Et sur les images que vous allez voir, on est en train justement de modifier les fenêtres ou tout simplement le grillage moustiquaire. Parce qu'il faut que je vous explique que c'est 6 étages. Elle est au 4e étage, donc elle fait une chute de 10 mètres. Et dans chacune des fenêtres, il y a un grillage moustiquaire. Il paraît qu'à un moment donné, on m'a dit ça ce matin, il y a même une adolescente qui avait tenté de fuir ou passer à travers une fenêtre avec une chaise et c'est presque impossible. Dans ce cas-ci, ce qui se serait produit, c'est que les vis étaient rouillées. Donc, en cognant, elle voulait aller à la salle de bain. Elle était à la salle de bain et quand les adolescentes vont à cet endroit-là, elles peuvent être tout seules pendant quelques minutes. Alors, elle aurait réussi à défoncer le grillage moustiquaire et c'est là qu'elle est tombée de 10 mètres. Elle aurait pu se tuer. Elle a eu une fracture à la cheville, fracture aussi, semble-t-il, aux vertèbres. Vous voyez, c'est de cet endroit-là qu'elle est tombée jusqu'au sol. J'ai hâte de pouvoir pleurer ma fille à sa juste valeur. Le père de Rebecca Lévesque intente une poursuite civile d'un peu plus d'1 million de dollars en dommages et intérêts pour la mort de sa fille. Le directeur de la protection de la jeunesse, le centre jeunesse Chaudière-Appalaches et 5 employés qui ont été en contact avec l'adolescente dans les heures précédant sa mort sont visés. Des gens comme ça, il ne faut pas les couvrir parce que je considère qu'on couvre un crime dans ce temps-là. C'est un crime grave, c'est le décès d'un enfant. Rebecca Lévesque a succombé à une virulente infection du sang dans la nuit du 12 au 13 février 2011. Malgré une agonie de plusieurs heures, le personnel qui ne la prenait pas au sérieux ne l'a jamais conduite à l'hôpital. La poursuite réclame entre autres la somme de 250 000 $ pour les souffrances endurées par Rebecca avant sa mort. Prends pas la tête à Papineau pour te rendre compte. Directive, pas directive, quoi que ce soit, tu vois un enfant qui vomit, qui fait dans ses culottes, mais semble à l'eau, 1 + 1, ça fait 2, là, tu l'amènes à l'hôpital. Selon la poursuite, Rebecca s'est éteinte à petit feu dans un état de souffrance extrême, alors qu'elle aurait pu être aisément sauvée si les défendeurs avaient daigné s'occuper d'elle. C'est sûr que ces gens-là ont fait preuve d'un manque de jugement, de discernement. Ils n'ont pas leur place pour travailler dans un centre de jeunesse comme ça où on s'occupe d'enfants. Donc, l'organisme à l'enfant qui avait la garde donc, de ses enfants dans sa résidence privée de Sainte-Françoise, c'est un peu à l'ouest de Rimouski. Il le faisait quand même depuis plusieurs années. Donc, vous l'avez dit, il a été reconnu coupable de voies de fait armées sur donc 2 jeunes garçons, des événements survenus entre 2001 et 2005. Du côté du centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, évidemment qu'on veut éviter pareil drame. On veut surtout là, éviter de laisser des doutes dans l'esprit populaire. Il faut savoir que chaque année, le centre jeunesse confie la garde de près de 350 enfants à l'une de ses 130 familles d'accueil du Bas-Saint-Laurent. Voici la directrice générale du centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Son père réclame 1 million de dollars en dommages moraux. Le centre a présenté sa défense au dossier en attaquant de pied ferme Martin Lévesque. Il le décrit comme un homme qui n'a aucun intérêt pour sa fille, qui l'insultait et la dénigrait souvent. M. Lévesque a réagi à cette attaque en la qualifiant de lâche. Moi, c'est rien, là. Mais Rebecca, elle lui a laissé sa peau. Elle n'est plus là. Ce que je voyais ces gens-là se défendre de même, moi, je trouve ça triste. Quand la DPJ se fait critiquer, habituellement, c'est pour avoir agi trop tard. Or, cette fois, une jeune mère accuse la DPJ d'avoir commis un excès de zèle
Elle s'est fait enlever son enfant 2 jours après son accouchement à l'hôpital Royal Victoria. Elle avait fait l'objet d'un signalement pour consommation de drogue. Une erreur, dit-elle. Anne-Louise Despatie. Kaya est née en janviie, mais sa chambre est restée vide jusqu'à la mi-février. On n'a pas dormi, on a pleuré, on ne pouvait pas rester ici. C'était trop silencieux. Les parents de 24 ans sont rentrés les mains vides à cause d'un test de dépistage de drogue qu'Isabelle Villeneuve a échoué. Un test fait la veille de son accouchement parce qu'elle avait admis avoir consommé du cannabis au tout début de sa grossesse. C'est donc la DPJ qui est partie de l'hôpital avec le bébé. On a vu notre petite fille partir dans un siège d'auto qui n'était pas celui-là qu'on avait pour elle. Le nouveau-né a passé 5 jours dans une famille d'accueil. Puis, la petite famille a pu être réunie à condition de vivre chez les parents du papa. L'autre grand-père essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Ici, j'ai les résultats de laboratoire de l'hôpital, qu'on voit que le 9 janvier, c'était positif méthamphétamine et opiacés. Puis sur le même échantillon, un deuxième test fait le 11, je vois noir sur blanc, c'est négatif pour opiacés, négatif pour amphétamine. L'hôpital Royal Victoria n'a pas voulu commenter, mais dit avoir fait preuve de vigilance. Et la DPJ, elle, dit avoir agi en fonction du signalement donné par l'hôpital. On est vraiment dans une position délicate où nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant. Et puis, on fait notre travail du mieux qu'on peut avec l'information qu'on reçoit. Habitués au suivi de grossesse plus complexe, les intervenantes de la Maison Bleue trouvent que le cas de Kaya est extrême. C'est clair que ça prend pour séparer un bébé de sa maman, à la naissance surtout, tant extraordinairement sensible, ça prend une force majeure. Il y a plein d'alternatives. Puis des fois, si ce n'est que de permettre au bébé de rester plus longtemps à l'hôpital. Même son de cloche de la part de ce médecin de famille qui dit qu'il faut voir plus loin que les tests de laboratoire. Ce qui est important de savoir, c'est surtout pour les méthamphétamines, il y a beaucoup de produits qui peuvent donner des faux positifs, plusieurs médicaments en vente libre ou prescrits. Même chose pour les opiacés. À la mi-février, après une analyse plus poussée sur les cheveux d'Isabelle, le dossier a été fermé par la DPJ. Mais elle a décidé de porter plainte contre l'hôpital Royal Victoria et contre les centres jeunesse de la famille Batcha. Moi, un test, mon enfant est pris de moi. Ça n'a pas d'allure, il y a quelque chose qui a manqué. Aujourd'hui, Kaya a 2 mois. Ses parents désirent un autre enfant, mais avant, ils veulent rétablir les faits pour éviter de replonger dans un tel cauchemar. Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. Avec nous, Madeleine Bérard, on l'a vu rapidement dans le reportage, vous êtes directrice de la protection de la jeunesse, donc au centre Batcha, qui est l'équivalent pour le secteur anglophone, la DPJ, que les gens connaissent bien. Madame Bérard, est-ce qu'on n'a pas un exemple à sa face même d'un excès de zèle? Écoutez, c'est sûr que je ne peux pas répondre à ce qui s'est passé dans ce dossier-là en particulier. Je n'ai pas le droit d'en parler spécifiquement. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est facile après les faits et à la lumière d'une certaine partie d'information de faire un jugement. Ce que je peux vous dire, c'est que notre façon de procéder, de façon générale, c'est qu'on ne cherche pas à placer les enfants si on n'a pas besoin de le faire. Parce qu'on a l'impression que enlever un enfant de sa mère à l'hôpital 2 jours après sa naissance, c'est l'équivalent de l'extrême, le moyen extrême, la bombe atomique. On ne veut pas utiliser ça. Or, on se dit, il n'y a qu'un petit test de cannabis. C'est difficile, encore une fois, à expliquer. Est-ce que c'est possible qu'il y ait, comme ça, des erreurs? Je vous dirais qu'on est aussi bon que l'information que nous recevons et que les signalements que nous recevons sont faits par des gens, autant de la population, des membres de la famille, des écoles, des policiers, que des centres hospitaliers, qui nous partagent leurs inquiétudes. Et à partir de ça, nous, on doit évaluer la situation au complet et on doit prendre en équilibre le degré de vulnérabilité d'un enfant, qui, évidemment, quand on a un nourrisson, il est plus vulnérable qu'un adolescent, par exemple. Aussi, si on regarde les faits qui nous sont rapportés, on doit regarder ça prendre en compte toute la situation de l'enfant et regarder qu'est-ce qu'il y a comme facteur de risque, facteur de protection, et regarder ce qu'il y a aussi comme ressources possibles alentour de cet enfant-là, quelle est la position des parents, comment ils se présentent à nous. Combien vous avez fait ça sur une année? Combien d'enfants, combien de nourrissons on retire comme ça? Très peu.
Je vous dirais que c'est vraiment une mesure extraordinaire, comme vous le disiez vous-même. C'est quelque chose qui est très difficile autant pour l'enfant que pour le parent. On en est bien conscient. Et on le fait quand on a des inquiétudes quant à la sécurité de l'enfant. C'est une mesure d'urgence. Et si on ne peut pas trouver quelque chose d'alternatif, par exemple, garder l'enfant à l'hôpital un peu plus longtemps, le temps de vérifier de façon plus globale la situation, il y a des situations où on n'a pas le choix. Madame Bérard, c'est ma dernière question. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu de doublement, triplement vérifier avant d'enlever l'enfant? Il a quand même passé 5 jours dans une famille d'accueil. On a remis cet enfant-là à cette famille-là et on a fermé le dossier. Donc, c'est à dire qu'on est peut-être allé un peu trop vite, quoi. Ce que je vous dirais, c'est quand on a un enfant de 2 jours qui est hyper vulnérable parce qu'il n'a aucun moyen de se protéger, nous, il faut qu'on regarde, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime en premier et c'est ce qu'on va regarder. Bon, alors en tout cas, la famille a des recours et vous pourrez peut-être un jour dire oui, dans ce cas-là, on s'est trompé. Ça peut arriver. On travaille avec l'information qu'on a. Merci, Mme Bérard. Merci. Au revoir. Louise Despatie, bonsoir. Bonsoir. On avait parlé de cette histoire absolument extraordinaire, dans le vrai sens du mot, peu ordinaire, d'une femme qui s'était fait enlever son bébé à l'hôpital au Royal Victoria parce qu'on soupçonnait qu'elle se droguait. Donc la DPJ avait retiré son bébé naissant. Oui. L'hôpital Royal Victoria est blâmé. Oui, en fait, c'est l'ombudsman de l'hôpital qui, après analyse de la plainte, détermine que dans ce cas-ci, on aurait dû procéder à une deuxième analyse plus poussée, parce qu'il faut savoir que les tests faits à partir de prélèvements d'urine, les premiers tests, ne sont pas toujours très fiables. Ils peuvent être faussés par la prise de certains médicaments, notamment certains médicaments contre les brûlements d'estomac et les nausées. Et c'était le cas. Le personnel n'a pas tenu compte de ce manque de fiabilité des tests. Alors, pour éviter que ça se reproduise, l'Ombudsman demande des lignes directrices claires, désormais, de la formation pour que le personnel use d'un peu plus de discernement avant de faire appel à la DPJ. Alors, Isabelle Villeneuve a toujours nié qu'elle n'avait pas pris de méthamphétamine et elle s'est même payé un test sur une mèche de cheveux qui est arrivé négatif de Toronto au mois d'avril. Alors aujourd'hui, Kaya, 4 mois et demi, est à la maison. Le dossier de DPJ est fermé. Comment s'appelle-t-elle? Kaya. Kaya, pardon. Et les parents veulent tourner la page. Le grand-père, par contre, n'oubliera pas cet excès de zèle là, qui a provoqué toute une tempête à l'arrivée du bébé. On les écoute donc, Isabelle Villeneuve et son père Daniel. Je peux rien changer de ce qui est arrivé. Je peux juste aider les autres, peut-être, en assurant que ça n'arrive plus, au moins montrer qu'il y a peut-être de l'abus de pouvoir et que je suis pas la seule à qui ça arrive, mais je suis peut-être la seule à qui a fait plainte. Tu aurais pu fumer un paquet de cigarettes par jour, accoucher, puis personne ne peut rien dire, tout est beau. Mais Isabelle a avoué avoir fumé de la marijuana au début de sa grossesse, puis là, c'est la fin du monde, puis on dirait que la roue des préjugés s'est enclenchée, puis là, c'était un système qu'il n'y avait pas moyen de s'en sortir. Ça l'a dérapé. Daniel Villeneuve aurait bien aimé aussi que la DPJ, avant de placer l'enfant dans une famille d'accueil à sa sortie d'hôpital, voit avec les grands-parents s'il n'y avait pas possibilité d'arranger quelque chose. Puis souvenez-vous, les médecins qu'on avait vus qui s'occupent de mères qui ont certaines habitudes de consommation disaient que vraiment la séparation de la mère et du nouveau-né, c'est vraiment une mesure de dernier recours. On avait reçu donc les gens de Bradshaw, la DPJ pour le secteur anglophone. Elle ne s'était pas excusée, mais je pense qu'elle n'avait pas le droit de s'excuser, mais presque, disons. C'est toujours délicat. Suite, mais c'est important de revenir sur ces histoires-là. Merci beaucoup, Anne-Louise. Au revoir. On est réunis ici aujourd'hui pour célébrer collectivement et surtout fièrement ce 15e anniversaire de Vie universitaire en honorant tous ces bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui dont vous êtes. Alors ce soir, on souligne le 15e anniversaire à titre d'Institut universitaire au Centre jeunesse de Montréal. On est vraiment très fiers de souligner ces 15 années-là. 15 ans, c'est beaucoup de temps, mais c'est peu de temps aussi. C'est encore une jeune histoire. On est en train de construire, et nous avons construit depuis 15 ans, quelque chose de nouveau dans le secteur social, quelque chose d'extraordinaire. Le modèle universitaire, il existe en santé, mais dans le domaine social, on avait peu de modèles de référence. Alors, il a fallu inventer. Alors, c'est pas simple de prendre un chemin, mais que tu dois créer le chemin en même temps.
Alors, on pense qu'on est vraiment en train de construire quelque chose de majeur où on associe les milieux scientifiques, les milieux universitaires aux milieux cliniques pour, bien sûr, développer des nouvelles connaissances, mais surtout pour mettre en application ces connaissances-là, mettre ces connaissances-là à profit pour améliorer le sort des enfants, le sort des familles. Moi, j'aime beaucoup la notion de co-développement. C'est-à-dire que on a beaucoup insisté de développer un modèle quand on a travaillé en se disant, il n'y a pas d'un côté ce que les chercheurs connaissent, puis ce que les intervenants connaissent, puis qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Non, il y a l'idée qu'on essaie de se dire comment est-ce que les savoirs de l'un se conjuguent avec les savoirs de l'autre. Alors là, on est dans un milieu universitaire où, à partir même de nos expériences, on revoit nos savoirs et on travaille à mettre ça en place, et ce, au profit des enfants, des jeunes. C'est sûr que le clinicien ou la clinicienne, par son expérience, va apprendre beaucoup de choses sur le terrain et va emmagasiner ces choses-là, puis va ajuster ses connaissances en fonction de son expérience, ça c'est clair. Mais c'est un peu une boucle en rétroaction parce que son expérience va aussi mener à des découvertes, va mener à des progrès au niveau des traitements, au niveau des interventions sociales auprès des jeunes et de leurs familles, par exemple. Alors, c'était tout. On a une culture universitaire bien intégrée dans une organisation quand chacune des personnes qui vient travailler au Centre jeunesse, dans les secteurs cliniques comme dans les secteurs non cliniques, vient en voulant contribuer à l'amélioration des pratiques, vient aussi en étant conscient qu'ils vont avoir un rôle à jouer à l'égard de la recherche, de l'enseignement, de l'innovation. Ça fait partie du travail en Centre jeunesse que de faire ça, et ça fait partie de ce qui stimule les gens à venir au Centre jeunesse. Une véritable culture universitaire, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut qu'il soit universitaire, en quelque sorte, dans ce qui se fait? Et là, on va parler à la fois de la recherche et donc du questionnement qu'on a à l'égard de nos pratiques, de comment on veut contribuer dans le domaine de l'enseignement, comment on veut contribuer en revoyant nos pratiques. Hein? On parle de pratiques de pointe, on parle de pratiques innovantes. Donc, ça veut dire de prendre le temps de se re-questionner sur nos pratiques et d'aller vers des choses nouvelles en s'appuyant sur des travaux de recherche ou en s'appuyant aussi sur l'expérience au quotidien qui nous amène à se re-questionner. Au cours de ces 15 années-là, il y a un ensemble de réalisations qui ont été faites dans le cadre de la mission du Centre jeunesse pour intégrer justement cette dimension-là universitaire à la vie de l'organisation, à la vie clinique de l'organisation. On a notamment modifié nos façons de gérer l'établissement. On a développé des structures pour s'assurer que la recherche soit le fait de tout le monde, que les intervenants participent aux recherches, que les intervenants participent à l'enseignement. On a développé également des centres d'expertise, le centre d'expertise en maltraitance, le centre d'expertise en délinquance et en troubles de comportement. Donc, des centres d'expertise qui vont stimuler de nouvelles pratiques, des innovations dans notre secteur, qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de beaucoup mieux comprendre les problèmes qui affectent les jeunes et les familles. On est capable de mieux intervenir. Et je pense aussi qu'une des grandes réalisations à titre d'institut universitaire, c'est ce rapprochement-là avec les universités. On le voit ce soir dans le cadre de cet événement-là. Les gens des universités sont présents, les gens des universités sont intéressés à ce qu'on fait. Il y a de plus en plus de professeurs-chercheurs universitaires qui sont présents dans nos milieux de pratique, qui donc intéressent aussi des étudiants à la maîtrise, au doctorat, à des milieux tels que le nôtre. Et cette relation-là s'est construite considérablement au cours des 15 dernières années. Bien sûr, on doit prendre acte des défis encore immenses devant nous, mais pour l'heure, je pense qu'on doit surtout être très fiers du chemin parcouru et prendre quelques instants ensemble pour célébrer haut et fort ensemble les 15 ans de vie universitaire au Centre jeunesse de Montréal.
Bien, dans les principaux changements, en fait, c'est que les modifications à la loi sont venues mettre un accent sur l'importance d'assurer la stabilité des enfants, leur faire vivre un maximum de stabilité dans leur milieu, prime abord, mais si jamais ces enfants-là devaient être retirés du milieu, leur faire vivre aussi la plus grande stabilité possible à travers l'expérience du placement. Ça, c'est un des grands changements. Le deuxième grand changement, puis c'est en lien logique, je dirais, c'est toute la préoccupation entourant le projet de vie. En fait, faire en sorte que tous les enfants aient un projet de vie devant eux, autant les plus petits que les plus vieux. Et ce que ça veut dire pour les plus vieux, c'est toute la préparation à la vie adulte, à la vie autonome. Alors ça, c'est aussi une deuxième grand changement à la loi. Vient avec, un peu un découlant, l'intensité des services. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est que pour réussir à stabiliser un enfant dans son milieu, faire en sorte qu'il grandisse dans son milieu, bien, il faut pouvoir offrir à la famille des services de qualité, mais des services aussi avec beaucoup d'intensité. En fait, des services à la hauteur des besoins. Et comme les familles avec lesquelles on travaille sont souvent des familles qui sont aux prises avec plusieurs problèmes importants, bien, ça peut vouloir dire une diversité de services avec une intensité très grande aussi. Comment le système fonctionne, c'est pas vraiment un cadeau pour une société. C'est pas un cadeau qu'on s'est fait. Au Québec, il faut vraiment remonter historiquement en arrière pour comprendre comment ça s'est bâti graduellement au fil des ans. Il y avait une première loi sur la protection de la jeunesse qui était en vigueur de 64 à 79. Qui n'a donné aucune possibilité à l'enfant d'être représenté par un avocat et qui ne prévoyait aucunement que l'enfant puisse faire appel à un jugement de la Cour. C'est-à-dire, la Cour était un dieu qui a décidé définitivement de l'issue de la vie d'un enfant. Mm-hmm. En 1975, il y avait un gros scandale au Québec sur la maltraitance des enfants dans les centres jeunesse francophones. Ah oui? Pas les centres jeunesse, mais ça s'appelait pas comme ça, c'était plus tard, mais équivalent de ce qui est aujourd'hui centre jeunesse. Centre jeunesse. OK. Alors, on a nommé monsieur, je me rappelle plus son nom, les centres jeunesse anglophones pour son nom, Manuel, peu importe. Je peux pas vous aider. Il a fait une enquête là-dessus et effectivement, il y avait beaucoup de maltraitance physique. Alors, le droit à la vérité des enfants a été respecté. Le droit à la justice, non, parce que à ma connaissance, aucune des intervenants maltraitants n'a été jamais poursuivi. Et leur droit à la réparation non plus n'a jamais été respecté. Parce qu'il faut comprendre, à l'époque, 30 000 enfants par année ont été enlevés à leurs enfants. 30 000 enfants par année, ce qui est historiquement... ça ressemble pas mal à ce qui est fait aujourd'hui encore. Non. C'est pas... Selon les données, c'était pire à l'époque. Ah, c'était pire, OK. Alors, en 1976, le Parti québécois a été porté au pouvoir, et en 1977, en décembre 1977, on a voté une nouvelle loi sur la protection de la jeunesse. Madame Marois, qui était déjà au gouvernement à l'époque, elle en a fait toute une promotion pendant toute l'année 78 et jusqu'à son entrée en vigueur en janvier 79. Bien sûr. Madame Marois prétendait devant la population du Québec que pour l'ancienne loi, l'enfant n'était qu'un objet de loi, de droit. Aujourd'hui, l'enfant est un sujet de droit, mais c'est complètement faux parce que les droits fondamentaux de l'enfant ne sont pas respectés.
Alors, c'est-à-dire la personnalité juridique de l'enfant est inexistante au Québec jusqu'à aujourd'hui, et surtout en matière de la protection de la jeunesse. Ce qui a été d'ailleurs confirmé par le jugement de la Cour suprême du Canada le 13 octobre 2000, qui a substitué à la personnalité juridique de l'enfant l'autorité de l'État. Et a textuellement supprimé ou rendu invalide les garanties juridiques, c'est-à-dire les droits fondamentaux à l'enfant et à ses parents dans le contexte de la protection de la jeunesse. Alors voilà l'évolution. Ensuite, c'était le projet de loi, parce qu'au début des années 2000, il y avait des grandes vagues de contestation, des documentaires, même M. Arcan en a fait, il y avait des enfants de DPJ, des parents de DPJ, etc. Il y avait des bouquins, des livres dénonçant cette maltraitance. Et l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec a même à cette période-là, Madame Bouchard, vous pouvez nous préciser, c'était quoi la pétition, combien vous aviez eu de signataires et qui, ça serait peut-être à vous de préciser. 24 000 signatures. 24 000. Maintenant, lorsqu'ils ont reçu, on n'a absolument pas fait une accusé de réception. M. Dumont a déposé ça à l'Assemblée nationale et on a remis ça sur les tablettes. Et j'ai reçu, 5-6 mois plus tard, les pétitions sans que rien n'ait été fait ni mentionné à l'Assemblée nationale. Alors, vous voyez, c'est notre démocratie. Vous l'avez déposé par l'intermédiaire de quel député? M. Mario Dumont. Mario Dumont. Alors, ça a été déposé, je pense, le 6 juin 2007. Et vous demandiez quoi, au juste? Pardon? Vous demandiez par vous demandiez? On demandait, justement, que des grands-parents soient reconnus comme personnes ressources, parce que on l'a, dans notre pétition, je ne l'ai pas en main, là, on avait plusieurs demandes, et que avant d'aller dans les ressources étrangères, de voir dans la famille proche, la famille de l'enfant, soit les grands-parents ou les frères, sœurs ou autres, parrains, marraines, alors comme les cas dont j'ai eu, mais ça a été comme ignoré totalement. Alors, vous avez 25 000 signatures, des gens qui croyaient que nous avions une chose en main qui était importante pour les enfants, c'était pour les enfants. Alors, est-ce que quand c'est pour les enfants, c'est pas important? La politique est plus importante. Est-ce que vous demandiez... Pourquoi accepter la situation des enfants? Cette exclusivité de TVA Nouvelles au sujet des contrats accordés par le Centre jeunesse de Laval. Michel Jean, vous avez appris que de nombreux contrats ont été accordés aux mêmes entrepreneurs qui multiplient pourtant les extras. Oui, bien souvenez-vous, l'enquête de TVA Nouvelles sur le Centre jeunesse de Montréal, la piscine à 1,5 million de dollars, la cour intérieure à 1 million et plus de dollars. Tout ça, ça va inciter l'UPAC à ouvrir une enquête sur la gestion d'établissement. Il y a apparence de collusion. Eh bien, l'enquête de TVA Nouvelles se poursuit et ce soir, notre regard se tourne vers le Centre jeunesse de Laval où là aussi, il y a des problèmes de gestion dans l'attribution des contrats. L'édifice centenaire du Centre jeunesse de Laval exige un entretien régulier. 31 projets pour plus de 2 millions de dollars en 2007, 21 en 2008, 18 en 2009, 11 en 2010, 10 en 2011 et 5 seulement en 2012. Ces documents obtenus via la loi d'accès à l'information montrent que si le nombre de travaux effectués et les budgets alloués diminuent constamment depuis 6 ans, ce n'est pas le cas pour les dépassements de coûts. En 2007, un seul des 31 projets a généré un dépassement de coûts de 41 000 $. L'année suivante, le nombre de contrats diminue, mais génère 10 fois plus d'extras. En 2009, les 2 tiers des projets entraînent des dépassements de coûts. En 2010,
le Centre jeunesse accorde à peine 11 contrats, 7 génèrent des extras, dont le total s'élève à plus de 170 000 $. Est-ce qu'on s'entend que... L'année suivante, les reportages qui vont mener à la création de la commission Charbonneau et de l'UPAC font du bruit. Coïncidence, la facture des extras chute dramatiquement à 62 794 000 $ en 2011 et 75 539 000 $ en 2012. L'analyse des documents révèle d'autres faits troublants. À partir de 2008, la direction sollicite presque systématiquement les mêmes 4 entrepreneurs généraux pour les projets de moins de 100 000 $, où la loi ne l'oblige pas à passer par le système de soumission publique. Ces entrepreneurs se partagent les contrats, le nombre d'extras explose. Baudouin Construction disparaît en 2009, mais le centre continue de privilégier MGB Associés, Sierra Construction et Solidem. En 2008, Sierra Construction fait 15 soumissions, obtient 8 contrats et fait 4 dépassements de coûts. Pourtant, le centre continue de l'inviter à soumissionner. On a plusieurs lumières qui s'allument dans ce dossier-là. Premièrement, le fait d'appeler toujours les mêmes. Sierra Construction et MGB Associés ont refusé de parler à la caméra de TVA Nouvelle. Seul Michel Chapdelaine de Solidem a accepté de le faire. Moi, je crois que à l'intérieur de mes contrats, les extras, c'était vraiment des choses qui étaient justifiables. Il n'y avait pas de collusion, selon lui, et il blâme les appels d'offres souvent bâclés et mal ficelés pour expliquer les nombreux extras. Est-ce que les documents d'appel d'offres étaient complets et bien préparés? C'est dur à savoir. La direction du Centre jeunesse de Laval a refusé de s'expliquer à notre caméra, mais au téléphone, son porte-parole affirme qu'il est difficile de prévoir les coûts dans un aussi vieil édifice et que tout a été fait dans les règles de l'art. Michel Jean, TVA Nouvelle, Montréal. Nos révélations sur la construction d'une piscine d'1,5 million de dollars dans un centre jeunesse cet été avaient incité l'UPAC à scruter à la loupe les dépenses dans ces établissements. Michel Jean a poursuivi son enquête. Et Michel, vous avez un autre cas de dépenses qui paraît abusif. Sophie, après la piscine au coût pharaonique, voici l'histoire de la cour intérieure à près d'1 million de dollars. Une dépense étonnante pour le Centre jeunesse de Montréal qui ne roule vraiment pas sur l'or et qui doit même faire des collectes de fonds durant la période des fêtes pour payer des cadeaux aux jeunes. Mais notre enquête montre que quand il s'agit de l'argent public, eh bien, les entreprises privées ne regardent pas la dépense et au bout du compte, ce sont les contribuables qui ramassent la facture. Les murs du vieux Mont-Saint-Antoine abritent une toute nouvelle cour intérieure, design zen, promenade étagée, éclairage ultramoderne. Voici de quoi il a l'air au zénith de l'été. Il y a 2 ans, c'était un endroit complètement désaffecté. Il y avait une ancienne piscine olympique qui était infestée de rats. C'était un endroit qui était condamné, qui était non sécuritaire. La firme d'architectes paysagers Beaupré et Associés a obtenu l'essentiel du contrat des plans et devis, un contrat de 113 725 $ pour l'entreprise de Laval. L'architecte a conçu un projet si sophistiqué que l'entrepreneur qui a obtenu le contrat d'aménagement paysager en a fait sa carte de visite. Je suis très fier de ce projet. C'est allé un de nos meilleurs projets dans notre portfolio. Un projet très haut de gamme, donc, et une facture salée pour l'établissement qui abrite 172 jeunes. Selon des documents officiels obtenus par TVA Nouvelle, aux honoraires des architectes s'ajoutent notamment plus d'1 demi-million de dollars en frais d'aménagement, dont 130 000 $ simplement pour électrifier les lieux. Coût total du parc, près d'1 million de dollars. La direction se défend. Elle dit avoir opté pour le plus bas soumissionnaire. On est obligé, effectivement, de faire une administration, une gestion très serrée. Et je pense qu'on peut dormir sur nos 2 oreilles à cet effet-là. Mais pourquoi opter pour un projet aussi cher et surtout, pourquoi aucun soumissionnaire n'en a proposé de plus abordable? La facture de 1 500 000 $. En juin dernier, TVA Nouvelle révélait que le Centre jeunesse de Montréal avait finalement payé 1 500 000 $ pour la construction de cette piscine au pavillon Dominique Savio, après avoir rejeté un premier appel d'offres. Quand on pense qu'il y a même un risque, un simple risque, qui est relatif à la collusion ou à la corruption, nous transmettons ça à l'UPAC directement. Nos révélations ont amené l'UPAC à s'intéresser de très près aux dépenses de rénovation et de construction des centres jeunesse. Les gens pensent beaucoup à la construction. Évidemment, c'est le dossier principal, mais tout ce qui est fourniture de services fait partie aussi de notre mandat quand il est question d'un contrat public. Notre vulnérabilité n'a d'égal que le système dans lequel on évolue. Depuis que l'UPAC s'intéresse à la collusion dans l'industrie de la construction, les prix ont baissé et les gouvernements économisent des milliards. De toute évidence, ce n'est pas le seul secteur où l'État pourrait payer moins cher. Michel Jean, TVA Nouvelle, Montréal.
Les éducateurs des centres jeunesse font face régulièrement à des situations délicates, mais ce qu'ils craignent le plus, c'est qu'un adolescent dont ils ont la responsabilité s'enlève la vie. Malgré la mise en place de nouvelles mesures, la situation reste préoccupante. Camille a fait 5 tentatives de suicide en 2 ans. J'ai fait une première tentative de suicide en novembre 2011. Elle est arrivée à la DPJ à l'âge de 5 ans et a été hébergée à 7 endroits différents. Tu te sentais abandonnée? C'est quoi? Mais c'est plus dans les moments où il y a de détresse, où il n'y a rien d'autre de possible. L'an dernier, 5 adolescents ont tenté de s'enlever la vie au Centre jeunesse de Montréal, 3 en Montérégie. Nous avons demandé à l'Association des centres jeunesse de nous fournir les statistiques pour tout le Québec. On nous répond que c'est impossible, que certains ne les comptabilisent pas. Heureusement, selon le bureau du coroner, les suicides ont diminué dans les centres jeunesse. En octobre 2010, un jeune de 14 ans est passé à l'acte à Chambly. Il y a eu 2 tragédies en mars 2011 à Saint-Agathe-des-Monts et à Montréal. Un autre geste a été posé en juin 2011, encore une fois à Chambly. Le dernier décès remonte à l'hiver dernier dans les Laurentides, mais le rapport du coroner n'est pas complété. Souvent, c'est le désespoir. Souvent, c'est qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir. Un peu partout, des mesures ont été prises pour aider les éducateurs qui vivent avec ces jeunes. Quand vous avez des inquiétudes, consultez votre chef de service. Il y a des consultants cliniques qui vont venir en soutien. À Montréal, 2 pédopsychiatres se rendent dans les centres où sont hébergés 800 jeunes. D'autres adolescents sont suivis par leurs médecins, mais ça prendrait davantage. C'est sûr qu'avoir un soutien davantage de la pédopsychiatrie pour des hospitalisations, pour une catégorie de jeunes en particulier, je dirais que oui, ça aiderait. Je prends un antipsychotique qui m'aide pour mon anxiété. Entre 20 et 50 des jeunes reçoivent une médication psychotrope. Avec le recul, Camille peut dire qu'elle ne voulait pas vraiment disparaître. Bien, sur le coup, oui, mais après coup, je me disais non, je ne veux pas vraiment mourir. Elle va beaucoup mieux et a compris qu'il y a des bons et des mauvais moments dans la vie. La vie, ça représente un champ de bataille. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Ça avant que le journal de Montréal finisse. Attention, on peut faire écraser mieux. Hein. Je veux ma shot. Ah ouais, il sort du char. Oui, le vis est rentré. On envoie des clips en vrac. On va envoyer dans le clip en blanc, quoi. Je regarde la portion, la dernière portion, j'aimerais faire ça aussi. Janvier dernier, une adolescente qui se retrouve sous la garde des centres jeunesse de l'Outaouais à la suite d'une décision du tribunal fugue du complexe Héritage sur le chemin Freeman dans le secteur Hall. Elle est cependant rapidement retracée. Pour éviter une nouvelle fugue, l'équipe en place décide alors d'empêcher la jeune fille de sortir à l'extérieur de l'établissement. Selon nos informations, pendant au moins 20 jours, elle n'aura jamais accès à l'extérieur, ne serait-ce qu'1 heure par jour. Dans le milieu des centres jeunesse de l'Outaouais, cette décision a fait beaucoup de bruit. Des sources nous ont confirmé ces informations, mais personne n'a voulu témoigner à la caméra. Une source nous affirme que normalement, une jeune à risque, on attend une journée avant qu'elle puisse sortir. Quand on s'aperçoit que ces jeunes peuvent prendre de l'air, elles peuvent, les jeunes ont certains droits. Selon ceux qui ont accepté de se confier à nous, l'adolescente est parvenue à fuguer puisque la clôture qui entoure l'établissement n'est pas assez élevée, 6 pieds environ.
Ajoutez à cela la neige en plein hiver et la clôture est encore plus facile à enjamber. Selon un intervenant, puisqu'on craignait qu'elle tente de fuguer de nouveau, l'adolescente aurait écopé pour des raisons d'infrastructure. Il n'y avait pas la structure nécessaire pour l'envoyer à l'extérieur. À d'autres endroits, avec des gars, même s'ils sont à risque, on peut les sortir à l'extérieur car la structure est là pour nous protéger. Le syndicat représentant les intervenants a réagi à nos informations. S'il y a des décisions qui ont été prises, ils ont certainement été prises avec la direction, puis avec les chefs de service, puis ces choses-là, il n'y a pas de décision de one-man show. L'organisme Droit Accès Outaouais, lui, n'en revient pas. Le but, là, c'est qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on n'a pas un lien de confiance avec. Alors, faisant des choses comme ça, on brise notre lien de confiance, donc c'est tout à fait contre-productif. Et la DPJ a tendance à penser que puisque l'île protecteur, elle peut faire ce qu'elle veut à huis clos, tout seul dans son petit coin, sans en parler à personne. Selon nos sources, certaines façons de faire ont été modifiées depuis cet incident et les adolescentes qui sont placées en encadrement intensif ont maintenant accès à l'extérieur plus rapidement. La direction des centres jeunesse de l'Outaouais n'a pas voulu commenter l'affaire puisque la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a ouvert une enquête. S'il y a lieu, la Commission pourra formuler des recommandations au centre jeunesse à la suite de cet événement. Simon-Pierre Ouellet, TVA Nouvelles, Gatineau. Un adolescent de 15 ans s'est enlevé la vie. C'est survenu dans un centre jeunesse au début du mois, ça fait pas longtemps. Et sa mère se pose de sérieuses questions. Elle se demande pourquoi c'est arrivé. Parce que semble-t-il qu'il aurait levé la main, il aurait fait des indications, il aurait laissé sous-entendre qu'il pourrait se suicider. Pas à sa famille, mais aux intervenants là-bas. On va essayer de comprendre ce qui a pu se passer en parlant avec Mme Karine Bonnier, qui est la mère de ce jeune garçon, Guillaume Crépeau-Bonnier. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez perdu votre petit gosse il n'y a pas longtemps, là, quand même. Oui. C'est difficile de se remettre de ce décès-là, d'autant plus que c'est survenu dans des drôles de circonstances. Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? En fait, il y a plusieurs versions de ce qui s'est passé. Tout d'abord, la police, quand ils sont venus me l'annoncer, ils m'ont dit qu'il s'était suicidé en se pendant dans sa chambre, le centre jeunesse. Moi, j'ai pas dormi parce que je me suis dit comment un enfant peut faire ça dans sa chambre parce qu'il n'y a pas de poutre. Mon cerveau, il n'arrêtait pas de fonctionner, cette nuit-là. Le lendemain, il y a un intervenant, je crois que c'était un intervenant de la DPJ pour toute la DPJ, il représentait toute la DPJ. Il nous a dit que finalement c'était arrivé dans la douche, mais qu'il avait pris une ceinture, il l'avait mis autour de son cou et il l'avait accroché après la tête de la douche. Encore là, je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas d'espace entre ton cou et la douche. Alors je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Puis ils m'ont dit qu'ils enquêtaient pour une mort suspecte. Ah. Alors là, elle m'a dit aussi que les policiers sont restés 7 heures sur les lieux à enquêter. Alors là, déjà, je me suis posé beaucoup de questions. Je me souviens plus laquelle qui m'a appelé après, mais on m'a dit après ça que, je pense que c'est l'enquêteur qui m'a appelé, je suis plus sûre, mais ils m'ont dit après que c'était arrivé sur la pôle de rideau de douche, que mon fils a fait ça, mais pas plus de détails que ça. On a eu plus de détails lundi, donc il y a 2 jours, quand la travailleuse sociale de mon fils, elle est venue nous rencontrer pour nous remettre les effets personnels de notre fils. Elle a dit que c'était arrivé effectivement sur la pôle de rideau de douche là-bas, mais qu'il a attaché les trous de la ceinture après les clous qu'il y avait sur le mur. Oh. Alors là, c'est la grosse question, c'est comment c'est qu'il y a des clous sur le mur, c'est pas supposé. Et au cours de cette même rencontre, la travailleuse sociale, elle a dit que c'est possible qu'il ait juste voulu attirer l'attention. Ou elle disait aussi que là-bas, c'est très populaire, que les jeunes s'encouragent à s'étouffer au point de perdre connaissance pour être une. Alors, le covoiturage est un service que le Centre jeunesse de Montréal offre à l'ensemble de ses employés. C'est un service qui va se faire via le site Internet et qui devrait débuter dès septembre. Les avantages sont nombreux.
Ça me permet de me déplacer rapidement et facilement sur l'ensemble des sites des centres jeunesse, même les sites les plus éloignés comme Rose-Virginie-Pelletier ou Cité des Prairies. Et je peux en fait planifier mon horaire comme je veux également. Même si je travaille de soir, ça me permet de me déplacer le soir comme le jour. Et les employés sur les heures rappel, ça serait excellent pour eux également. Au niveau de ma vie personnelle, il y a plusieurs avantages parce que c'est pas juste pour le travail. Si je veux me déplacer à Québec, par exemple, je peux faire affaire avec les 70 000 membres inscrits et puis je peux trouver facilement un covoitureur. Vous avez accès, entre autres, à des voies de service réservées, comme par exemple, j'utilise le pont Jacques-Cartier à tous les matins, donc une voie réservée, ça me permet d'accéder rapidement et bien sûr, j'ai de la compagnie dans la voiture, ce qui rend le voyage plus agréable. Le covoiturage est économique autant pour le passager que pour le conducteur. Ça permet de diviser les coûts selon les modalités choisies entre les parties. On sait qu'avec le prix de l'essence présentement, c'est un aspect important, la division des coûts. Le covoiturage est une solution éco-responsable parce qu'elle permet de réduire le CO2 parce qu'il y a moins de voitures sur les routes. D'ailleurs, c'est une initiative du Comité vert du Centre jeunesse qui visait justement à rendre les moyens de transport plus éco-responsables. Alors, comme vous savez, le covoiturage est un service qui doit être fiable et on comprend qu'il peut y avoir certaines urgences. Et pour pallier à ces urgences-là, le Centre jeunesse de Montréal a mis en place une mesure qui permet justement aux employés qui ne pourraient pas avoir son retour garanti par le covoitureur. À ce moment-là, c'est de lui rendre un accès à utiliser un taxi pour se rendre chez lui et on défrayerait les coûts selon certaines modalités, bien sûr. Pour le Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire, la valorisation des connaissances est essentielle. Et je vous dirais que c'est avec rigueur, créativité et enthousiasme que le Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire, assume cette responsabilité de transformer la connaissance pour la rendre toujours plus dynamique, captivante, accessible. Il y a deux versions au guide. Il y a une version qui s'adresse d'abord aux personnes autorisées par la protection de la jeunesse, par la direction de la protection de la jeunesse, qui sont appelés à témoigner, et une autre version qui s'adresse à tous les autres témoins, en fait, qui soient soit de l'interne au centre jeunesse, éducateurs et autres, ou partenaires des centres jeunesse, qui généralement sont appelés à témoigner pour la première fois. Finalement, nous avons pu constater, Monsieur le juge, que la mère est agoraphobe. Monsieur le juge, je vais m'objecter au dernier commentaire du témoin. Il s'agit d'une opinion. Le témoin est un témoin ordinaire et n'est pas qualifié pour rendre un témoignage d'opinion. Je vais vous demander que ce soit rayé.
Monsieur le juge, je vais demander à mon témoin de s'en tenir aux faits. Les difficultés d'école et sans... Le Centre jeunesse de Montréal, institut universitaire, souhaite exploiter à sa pleine capacité son talent de rendre le savoir toujours plus vivant. Et pourquoi? D'une part, pour soutenir et enrichir les pratiques professionnelles, pour en assurer le rayonnement, pour en faire profiter les intervenants, les jeunes et les enfants aux quatre coins du monde. Maintenant, avant d'entendre le point de vue de nos invités, j'aimerais parler d'un article du Journal de Montréal qui m'a fait vivement réagir la semaine passée et qui était intitulé « Suicide dans un centre jeunesse ». Voici les faits. On y parle d'un jeune de 15 ans, Guillaume Crépeau-Bonnier, qui se serait enlevé la vie en se pendant dans sa douche à l'aide d'une ceinture au centre jeunesse Huberdeau le 9 mars dernier. Tenez bien cette date, le 9 mars dernier. Ce jeune était en attente d'un suivi psychologique depuis le 18 juillet 2013. Si vous faites le calcul, ça nous fait un 8 mois d'attente, date à laquelle un juge de la Cour du Québec avait pourtant ordonné qu'il reçoive des services psychologiques. Donc, on parle d'une ordonnance de cour. La semaine précédant sa mort, la travailleuse sociale responsable de son dossier, qui a parlé avec la mère, affirme qu'il aurait dit à 3 reprises qu'il voulait mourir. Mais qu'on ne l'a pas pris au sérieux et qu'il n'y a pas eu de mesures pour le protéger non plus. Or, le jour de sa mort, même 2 éducatrices étaient présentes dans l'unité où il logeait. Or, évidemment, la mère s'interroge sur le travail de la DPJ et se demande avec raison pourquoi la direction de la protection de la jeunesse n'a pas protégé son fils. Elle est évidemment démolie. La Sûreté du Québec et le bureau du coroner ont ouvert une enquête. On verra bien ce que ça peut donner. Mais Monsieur Martin, directeur du service à la clientèle des centres jeunesse des Laurentides, dit qu'il ne faut pas en faire un débat public. Il offre ses condoléances à Madame Bonnier, mais il lui demande de rédiger une lettre dégageant le centre jeunesse de toute responsabilité, par exemple. Assez particulier. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est qu'au cours des prochaines semaines, on ne parle pas de 8 mois, les intervenants concernés, eux, recevront un suivi psychologique. Et on ose dire à la mère que c'est pas parce qu'un garçon est dans un centre jeunesse ou avec la DPJ qu'il peut recevoir un service psychologique plus rapidement que les autres jeunes de la société. Moi, quand je lis ça, mes amis, ça me donne l'urticaire. Écoutez, pour un suivi psychologique, avec les moyens que les centres jeunesse ont, il devrait être assez facile d'obtenir l'aide d'une ressource externe. Ça, c'est très clair. Écoutez, d'ailleurs, lorsque on veut évaluer un parent pour lequel on pense qu'il y aurait soit une déficience intellectuelle légère ou encore un trouble de personnalité dans l'optique de lui retirer son enfant. Écoutez, ça prend pas 8 mois là, avant de lui faire rencontrer un psychologue puis lui faire une évaluation là. Et en plus de ça, écoutez, si les intervenants peuvent avoir un suivi psychologique dans l'espace peut-être de 2 semaines. C'est qu'ils font affaire souvent avec un programme d'aide aux employés. Il existe plein d'autres possibilités de pouvoir offrir des services psychologiques aux jeunes qui sont en centre jeunesse. Écoutez,
personnellement, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, même dans l'article de journal qui concerne le sujet dont on parle, écoutez, dans le bas du Journal de Montréal, on donne même, et c'est aberrant, on dit, si vous avez besoin d'aide, on donne SOS Suicide avec les adresses, Jeunesse J'écoute avec les adresses et le téléphone dans les deux cas, tel jeune avec les adresses, le téléphone dans tous les cas. Je peux pas croire que on peut pas permettre à un jeune qui est vraiment en détresse comme ça, et pour lequel d'ailleurs le juge a accordé la possibilité d'avoir un suivi psychologique, on n'y accorde pas la possibilité de donner un coup de téléphone même. Écoutez, c'est quelque chose d'incroyable dans ce cas-ci, et on parle du décès là d'un jeune là. Et écoutez, c'est quand même pas léger. Et la mère a eu toutes les misères du monde à avoir l'information. Mais on peut se demander aussi, allons un petit peu plus loin dans notre réflexion. Pourquoi la DPJ ne ferait pas affaire avec... advenant le cas qu'il n'y a pas une ressource interne, ce que j'ai de la misère à croire, parce qu'il existe un bon nombre de ressources internes, même une psychoéducatrice ou un psychoéducateur peut intervenir dans ce cas-ci. Mais même si on supposait qu'il n'y avait pas une ressource interne disponible, pourquoi la DPJ ne va pas chercher une ressource externe? On peut se poser la question, est-ce que on aurait peur que le jeune puisse dire des choses, exprimer des choses à une ressource externe? Est-ce qu'on n'essaie pas de cette façon-là de se protéger? La question se pose drôlement, je vous dirais. Et il faut croire faut considérer ici qu'on a un organisme qui est très hermétique. Hein? On veut pas laisser entrer personne. On garde l'information. On veut pas se faire prendre en défaut. Écoutez, on parle de protection de la jeunesse. Est-ce qu'on peut considérer que ce jeune-là a bien été protégé par la DPJ? Écoutez, poser la question, c'est y répondre là, dans ce cas-ci. Et évidemment, la mère ne le prend pas, et elle ne prend surtout pas le fait que les intervenants, eux autres, pauvres personnes éplorées, on va avoir droit à un suivi psychologique dans l'espace d'une ou 2 semaines. Et puis, alors que son fils a attendu 8 mois et ça s'est terminé par un suicide. On peut bien dire, c'est sûr qu'on peut dire, le jeune avait peut-être des problèmes de santé mentale. C'est sûr qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Les juges ont demandé un suivi psychologique, c'est pas pour rien. Peut-être qu'il prenait une médication, ben oui, mais à ce moment-là, c'est aussi de considérer que ce système-là préfère souvent médicamenter la clientèle plutôt que leur donner un véritable suivi psychologique. Dans des centres d'accueil comme à Sherbrooke, par exemple, jusqu'à 70% de la clientèle, écoutez, peut être médicamentée, c'est pas rien, là. Mais bon, on ne sait pas si le jeune était médicamenté ici. Mais écoutez, ça démontre encore une fois que on n'est pas trop fort sur le suivi psychologique, si vous passez l'expression. Maintenant, évidemment, quels seront les résultats de l'enquête de la Sûreté du Québec et du coroner? Écoutez, peu importe les résultats de l'enquête, je suis pas certain. On sait que la DPJ n'est pas imputable de ces gestes. Alors, c'était mon petit éditorial du départ en fonction de cet article de journal. La facture de 1 500 000 $ et des dépassements de coûts de 300 000 $ pour une piscine au Centre jeunesse Dominique Savio avait provoqué la colère du gouvernement. Quand on pense qu'il y a même un risque, un simple risque, qui est relatif à la collusion ou à la corruption,
nous transmettons ça à l'UPAC directement. TVA Nouvelle a appris que pendant que tous les feux sont tournés vers l'industrie de la construction, l'UPAC a maintenant ouvert un second front. On dit on aimerait te rencontrer et on va te poser des questions par rapport à tout ça. Alors, oui, par rapport au centre jeunesse. Une semaine après la diffusion de notre reportage, 2 enquêteurs de l'UPAC ont rencontré cet homme. Il travaille dans les centres jeunesse et avait dénoncé il y a plusieurs mois ce qu'il estimait être des dépenses exagérées. Vous avez regardé notre reportage? Oui, avant l'entrevue. Et puis, effectivement, là, il y a matière à enquête. Les enquêteurs s'intéressent au projet de piscine, mais aussi à l'ensemble des dépenses de rénovation et de construction dans les centres. Une analyse des factures obtenues par la loi d'accès à l'information montre que là aussi, les coûts paraissent parfois anormalement élevés. Ça fait partie de notre mandat. Pour le patron de l'UPAC, toutes ces dépenses concernent l'argent public, donc son équipe. Les gens pensent beaucoup à la construction. Évidemment, c'est le dossier principal, mais tout ce qui est fourniture de services fait partie aussi de notre mandat quand il est question d'un contrat public. Je dirais que c'est un choc, premièrement, pour des gestionnaires honnêtes qui agissent en vertu d'une mission noble, celle de réadapter des enfants. C'est TVA Nouvelle qui a annoncé au Centre jeunesse de Montréal que ces dépenses se retrouvent dans la mire de l'UPAC. Il y a des montants qui peuvent parfois faire sursauter. On va être les premiers à applaudir si on découvre que tous ces projets-là qu'on fait pour nos jeunes, au final, on pourrait les faire à moindre coût. Les centres jeunesse représentent une première cible hors de l'industrie de la construction. D'autres risquent de suivre. Jusqu'où s'étend la collusion dans les dépenses publiques? Eh bien, voilà la véritable question qu'on est en droit de se poser maintenant. Michel Jean, TVA Nouvelle, Montréal. Le patron de l'unité permanente anticorruption qui dresse un bilan extrêmement positif de son groupe pour l'année 2013. Il faut dire qu'en même temps, Robert Laferrière, qui est le président, le directeur de cette commission, est estomaqué, lui, par l'ampleur de la corruption au Québec. Alors, M. Lafrenière, évidemment, c'était une année extrêmement occupée pour l'UPAC. Il y a eu de nombreuses arrestations, des gros noms également. Et il dresse donc ce bilan très positif. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y a eu beaucoup aussi d'argent qu'on a voulu saisir. Le problème, c'est qu'il dit on a tellement de travail que ça nous montre l'ampleur du problème, l'ampleur de la corruption au Québec. L'UPAC travaille dans l'ombre, mais frappe au grand jour. Et ses coups d'éclat ébranlent l'industrie de la corruption. Même son patron s'étonne de l'ampleur de la tâche. Je ne croyais pas l'ampleur si importante. En 2013, les agents de l'unité anticorruption ont arrêté 66 personnes. De gros noms sont tombés, comme les maires Gilles Vaillancourt de Laval, Michael Applebaum de Montréal, Gilles Pepin de Saint-Constant et Michel Lavoie de Saint-Rémy. Des administrateurs publics aussi comme Arthur Porter du CUSUM, des hommes d'affaires importants tels Pierre Duhem de SNC Lavalin, Luigi Coretti de BCIA et le controversé Tony Accurso. C'est un travail d'équipe. Aucun n'a encore été condamné, mais Robert Lafrenière se montre confiant que la justice va prévaloir. Nous, on bâtit notre preuve, très solide, avec des exigences et de la rigueur des procureurs qui est très élevée. Et à ce moment-là, quand on dépose, les procureurs sont certains de leur coût. L'UPAC a réclamé 30 millions pour fraude fiscale auprès d'individus et de sociétés. Elle a reçu 1250 signalements de citoyens, une hausse de 40 %, ce qui porte ce total à 2150. 3000 personnes ont fait l'objet d'une vérification. Des résultats qui montrent que les mentalités changent, mais le défi, concède M. Lafrenière, c'est de récupérer les millions réclamés, car ils sont souvent cachés à l'étranger. C'est la partie la plus difficile au niveau des enquêtes. Actuellement, on a 16 millions qui sont bloqués, donc qu'on tente de récupérer, mais qui sont bloqués. Michel Jean, TVA Nouvelle, Montréal. Roger Quentin était visiblement agacé par la présence de caméras au Palais de justice de Montréal. L'homme de 65 ans s'est reconnu coupable d'attentat à la pudeur et de grossière indécence. Jacques Benoît est sa victime. Moi, je suis là pour défendre les enfants et me défendre moi pour commencer parce que j'ai pas eu justice quand j'avais 11 ans. Il n'y a pas un adulte alentour de moi qui m'a défendu. Et pourtant, le petit gars de 11 ans, le petit Jacques, là, il a essayé il l'a dit, il l'a crié, il l'a agi. Les événements se sont produits durant 4 ans, au début des années 70. Quentin, qui était en position d'autorité par rapport à sa victime, l'a caressé, lui a fait des fellations et a éjaculé sur son corps. Il était le chef éducateur d'un centre jeunesse de la métropole.
Là, c'est le protecteur qui abuse. Alors, il lui reste qui à Jacques pour dénoncer, pour être cru, quand la personne la plus haute en situation d'autorité par rapport à lui abuse de lui? Jacques Benoît, qui a écrit un livre, veut faire connaître son histoire. Je travaille avec les enfants depuis plusieurs années. OK? Ça a toujours été pour moi dans ma tête très important, OK? Que je ne veux pas qu'aucun enfant subisse ce que moi j'ai subi dans ma vie. OK? Et toutes les conséquences que ça a encore jusqu'à aujourd'hui. La Couronne demande une peine de pénitencier de 2 ans et une probation de 3 ans. La défense voudrait une peine à purger dans la collectivité de 18 à 24 mois. L'avocate de Roger Quentin souligne que Jacques Benoît provenait d'une famille dysfonctionnelle et que ses malheurs et ses séquelles ne peuvent pas être exclusivement attribués au geste de l'accusé. Je l'écoutais puis je dis mais c'est surréaliste parce que c'est moi qui est victime alors que lui, c'est lui l'agresseur, mais moi je deviens comme une espèce d'agresseur qui ose dénoncer Roger Quentin. La sentence sera rendue le 19 juin prochain. Mathieu Bellumeur, TVA Nouvelles, Montréal. J'ai entendu l'histoire de suicide, là. Je fais juste une petite parenthèse. Oui. Je suis pas surprise. Parce que quand vous entendez une petite fille de 6 ans qui a été enlevée là, de façon brutale et placée dans une famille d'accueil, qui nous disait je pleure toute la nuit et personne vient. Alors, ce qu'on a trouvé de génial, la DPJ, on a acheté une petite suce à l'enfant. Alors, imaginez-vous, on se demande où était le cœur de ces personnes-là. Là. L'enfant pleurait pour ses grands-parents. Et on lui a dit, on a dit, bien, on va trouver une solution. On a ajouté une suce. Alors, on n'a pas rassuré l'enfant, on n'a pas rien fait. On s'est servi d'une chose. Alors, on considère l'enfant comme un numéro. Et c'est ce qui est le plus triste. Francesca a fait des demandes pour être changée de place parce qu'elle en avait peur. À plusieurs reprises, elle aurait dit « j'en ai peur ». J'ai jamais été au courant que ma fille avait peur de ce jeune-là. Bien, moi, je suis très frustrée au niveau des centres jeunesse et de la justice. C'est 2 grosses institutions qui disent qu'ils ont un pouvoir de nous protéger en société. Et ces 2 institutions-là, ils ont carrément abandonné Francesca. Elle ne devait pas rester en présence de ce garçon-là dans le même foyer en recevant des menaces comme ça. Ils l'ont fait. Et maintenant, c'est la justice qui l'abandonne. Alors voilà, Julie, le prononcé de la peine a été reporté au 6 avril et Mme Saint-Pierre a la ferme intention de s'adresser directement au juge James Brunton pour lui dire qu'elle n'est pas d'accord que le plaidoyer ait été enregistré à son absence et qu'elle n'est pas d'accord non plus avec le plaidoyer d'accusation réduite de meurtre au second degré. Qu'est-ce que ça va donner? On va bien voir. Donc, c'est une histoire à suivre à compter du 6 avril au tribunal de jeunesse. Absolument. Merci beaucoup, Joël. Au revoir. Au revoir. Donc, pour définir la cyberdépendance, je dirais que c'est l'utilisation problématique de certaines applications reliées à Internet. Ça touche autant les jeux vidéo, le chat, le clavardage, la recherche d'informations, aussi la cyberpornographie ou les cyberrelations. C'est sûr que pour parler de cyberdépendance, il faut que ça ait des conséquences dans la vie de la personne. Donc, soit au niveau de l'école, retard scolaire, difficultés scolaires, ou encore au travail, perte de productivité, absentéisme, ou des relations conflictuelles avec des gens de l'entourage reliés à l'utilisation d'Internet. Je pense que les jeunes sont plus à risque parce que c'est une période où ils vont essayer plein de choses, alcool, drogue, jeux vidéo, ils découvrent Internet. C'est aussi une période de leur vie où ils essaient de se trouver. Hein. Il y a toute la quête identitaire, la socialisation, c'est très, très, très important avec les amis, où justement Internet, ça peut être une façon de socialiser. Et puis souvent, c'est ça qui fait la distinction entre quelqu'un qui développe un problème de cyberdépendance, c'est quand que la personne utilise ce moyen-là pour combler ses besoins sociaux et interpersonnels. Donc, en ce sens-là, les jeunes, l'adolescence, c'est un moment qui est un peu plus à risque. Je pense que c'est délicat de dire si les jeunes en centre jeunesse sont plus à risque que les autres jeunes. Premièrement, parce qu'il n'y a pas eu de recherche sur cette population-là. Les recherches sont vraiment à un niveau embryonnaire là, au Québec.
Par contre, si on regarde un peu ce que les recherches disent, c'est que c'est pas tout le monde qui développe un problème de cyberdépendance. Il peut y avoir des facteurs de risque et des facteurs de protection aussi. Et puis parmi les facteurs de risque, d'être isolé, d'avoir une faible estime de soi, d'avoir des problèmes de santé physique ou mentale, ça peut entrer en ligne de compte. Donc c'est sûr que si les jeunes en centre jeunesse ont d'autres difficultés, ils peuvent avoir tendance à développer ce problème-là de cyberdépendance. J'essaie toujours aussi de voir c'est quoi le jeu ou l'application qui est la plus problématique pour le jeune ou pour la personne, puis d'essayer de diminuer ça de façon graduelle en remplaçant aussi parfois par d'autres activités. Parce que des fois, moi, les gens que je rencontre, c'est rendu que ça a pris toute la place. Des amis qu'ils voyaient auparavant, ils ne les voient plus, ou des loisirs, des activités qu'ils faisaient avant, ils ne les font plus. Donc, c'est essayer de tranquillement reprendre ces choses-là, ou peut-être des fois de découvrir des nouveaux centres d'intérêt. Et là, ça se peut qu'on passe moins de temps sur Internet. Moi, c'est sûr que je pense qu'il faut y aller de façon graduelle. Et puis surtout que même quand la personne arrive, puis elle est très, très en détresse, puis elle dit « Moi, je le vois, là, j'ai vraiment plus le contrôle, puis il faudrait que j'arrête complètement. Je pense que je vais mettre un contrôle parental, je vais donner le mot de passe à mon conjoint ou à mes parents. » Bien, moi, souvent, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a tellement de moyens de contourner ça. On peut accéder à Internet par la console PSP, sur le iPhone, sur le BlackBerry, chez des amis, dans les cafés Internet. Puis la personne, elle se retrouve à vivre encore plus de détresse parce qu'il y a la honte de, en plus, j'ai contourné les moyens que j'avais essayé de mettre en place. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus aidant pour la personne de diminuer graduellement, de se voir vivre un succès à travers ça, de se revoir reprendre le contrôle sur cette habitude-là. Et puis, dans le fond, c'est ça, de s'attaquer à ça de façon graduelle, par étapes. C'est sûr aussi qu'il faut voir, est-ce qu'il y a autre chose derrière ça? Des fois, il peut y avoir un problème de santé mentale, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir de la phobie sociale. Donc, il va falloir mettre des objectifs ou mettre d'autres moyens pour pouvoir atténuer ces symptômes-là, parce que sinon, dans le fond, la cyberdépendance, c'est rien qui va bouger, là.